Trois polluants, la fumée, les particules et le dioxyde de soufre, un gaz corrosif, s'échappent dans l'atmosphère partout où l'on brûle du combustible. Ça reste un travail éreintant, mais les nouvelles machines augmentent la production et réduisent la pénibilité. L'exploitation des mines de charbon a connu un développement exponentiel au XXe siècle pour fournir des besoins en énergie en perpétuelle croissance. L'événement qui prend la 7e place de notre classement s'est déroulé en 1966, juste à côté d'une mine de charbon. Pour le découvrir, direction la ville d'Aberfan, au Pays de Galles. Dans les mines, des centaines de tonnes de roches sont extraites chaque jour et acheminées à la surface grâce aux convoyeurs. Mais seulement le tiers est exploitable. Voici ce qui se passe à la surface de la mine. Les résidus sont entassés sur le côté. Une fois que le charbon est isolé du minerai, le reste n'a aucune valeur marchande. Au fur et à mesure des opérations d'extraction, les résidus miniers s'entassent jour après jour sur le site minier pour former de gigantesques collines de débris. C'est ce qu'on appelle les terrils. En 1966, la mine d'Aberfan était exploitée depuis plus d'un siècle. Elle comptait 7 terrils où s'entassaient environ 6 millions de tonnes de résidus. Le terril numéro 7 était le plus récent. Plus d'un demi-million de tonnes de résidus s'y entassaient sur une trentaine de mètres de hauteur. Il se trouvait juste au-dessus du village d'Aberfan. Une position qui suscitait depuis quelque temps l'inquiétude des habitants. Car s'ils sont exposés à de fortes pluies, les résidus peuvent se transformer en une boue épaisse qui risque de provoquer l'effondrement des terrils. Or, il avait énormément plu à Aberfan en octobre 1966. Nous sommes le 21 octobre 1966. Il est 7h30 lorsqu'un agent de surveillance découvre que le terril a glissé de 3 mètres au cours de la nuit. Il tente alors de circonscrire le glissement, mais il est déjà trop tard. À 9h15, le terril s'effondre. Les 250 000 tonnes de résidus se transforment alors en un tsunami de boue de 10 mètres de hauteur qui dévale le flanc de la colline à 80 km/h. 2 fermes et leurs habitants sont engloutis en quelques secondes. Bien qu'alertés par le bruit, les villageois ne peuvent rien faire pour empêcher la tragédie. L'avalanche de boue s'abat sur l'école du village. Une partie de la rue et de l'école sont enfouies sous une couche de boue de plusieurs mètres d'épaisseur. Le 21 octobre était un vendredi. Ce jour-là, tous les élèves de l'école étaient présents dans les locaux. Les habitants du village passent immédiatement à l'action. Les mineurs, les parents, les voisins, tous se précipitent en direction de l'école pour porter secours aux enfants. Mais la boue s'est figée et a déjà commencé à durcir. Le dernier enfant encore en vie sera extrait des décombres peu après 11 heures. Mais alors que l'espoir de retrouver d'autres survivants a disparu, les habitants continueront à creuser sans relâche avec pour seul objectif de retrouver un à un tous les enfants qui ont perdu la vie au cours de la catastrophe. Il faudra une semaine entière pour parvenir à extraire les corps de toutes les victimes. Au total, 144 personnes ont été tuées par la coulée de boue. Parmi elles, 116 enfants, la plupart âgés de moins de 10 ans. Ils seront enterrés dans des fosses communes, les uns à côté des autres. Le rapport de la commission d'enquête sera formel et jugera l'Office national du charbon responsable de la catastrophe. La reine Elisabeth II finira par se rendre sur les lieux pour rendre hommage aux victimes. Mais la négligence de l'Angleterre restera à jamais dans les mémoires des habitants du Pays de Galles. Car une chose est sûre, l'effondrement du terril numéro 7 était parfaitement évitable. Malgré les conclusions de l'enquête, aucun des accusés ne sera poursuivi, licencié ni même rétrogradé. Le village d'Aberfan, lui, reste encore aujourd'hui marqué par l'événement et par la disparition de ses enfants. On
On dit dans le Yorkshire que là où il y a de la saleté, il y a de l'argent à se faire, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Restons au Royaume-Uni pour découvrir l'événement qui se classe 6e du classement. Direction cette fois la capitale du pays, Londres, où une catastrophe a frappé la ville en décembre 1952. 3 polluants, la fumée, les particules et le dioxyde de soufre, un gaz corrosif, s'échappent dans l'atmosphère partout où l'on brûle du combustible. Comme toutes les grandes villes du monde dans les années 50, Londres fait face à des problèmes de pollution considérables. Utilisation du charbon dans les centrales électriques, feux de cheminée, gaz d'échappement des voitures. À l'époque, il est déjà fréquent qu'un nuage de pollution se forme au-dessus de la capitale britannique. On l'appelle le smog. Mais le 5 décembre 1952, Montrer comment les poumons réagissent quand ils inhalent de l'air pollué. de nombreuses victimes succomberont à cause de l'air devenu irrespirable. La pollution obstrue les voies respiratoires des personnes fragiles ou des asthmatiques. Les cas d'inflammation des poumons se multiplient. Beaucoup de Londoniens continuent de vivre leur vie comme si de rien n'était, mais les hôpitaux sont débordés. Le bilan de ces 4 jours de smog sera estimé à plus de 100 000 personnes malades et 12 000 morts. Un décès toutes les 30 secondes. Les hôpitaux et les morgues sont débordés. Londres est à l'arrêt. Le trafic varie considérablement selon le quartier. Après la catastrophe, de nouvelles lois seront votées pour éviter qu'un tel événement puisse se reproduire. Le grand smog qui a frappé Londres en ce mois de décembre 1952 a traumatisé tout le Royaume-Uni. Il rappelle à quel point les activités humaines rejettent une quantité phénoménale de gaz toxiques dans l'atmosphère. Et que s'ils ne sont pas dispersés par le vent ou par la pluie, ces rejets menacent directement la survie des habitants de toutes les grandes villes de la planète.